Consacré à la mode africaine. En Afrique, la mode est partout et pas seulement chez les couturiers, les designers. La mode prend racine dans l'artisanat, mais aussi dans l'art traditionnel ou dans l'art contemporain. Et c'est cette omniprésence que la mannequin Noémie Lenoir est allée traquer un petit peu partout pour les besoins d'un documentaire en deux parties qui s'appelle, je le cite, Habille-nous Africa, qui est diffusé sur notre bien-aimée chaîne TV5 Monde. Je vous propose d'en découvrir quelques extraits pour vous donner envie d'aller le dénicher, notamment sur la télévision à la demande, sur le site de notre chaîne. Et puis nous enchaînerons en parlant de mode. Regardez, c'est passionnant. En exclusivité sur TV5 Monde. J'ai envie de voir ce que vous faites, moi. Noémie Lenoir nous dévoile les dessous de la mode africaine. On a de grands créateurs. C'est énorme ce qui se passe en Afrique. C'est vraiment incroyable. Malgré les contraintes économiques, Chaque jour, dans l'entreprise, on ne sait pas si on va tenir ou pas. Toutes les usines qui travaillaient dans le coton ont fermé. la créativité reste sans limite. J'ai vu des choses extraordinaires. Non, mais ça... T'as déjà habillé des célébrités? La dernière, c'était Beyoncé. Noémie Lenoir fait défiler les talents de demain. Habille-nous Africa, un documentaire inédit sur TV5 Monde. Alors, il y a d'abord, avant que nous parlions de la mode africaine, une intention qui est la vôtre, mon cher Yves, c'est justement d'aider ce documentaire à se réaliser. Alors oui, c'est un documentaire exclusif qui a été réalisé, incarné par Noémie Lenoir pour TV5 Monde. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer la mode africaine, qui aujourd'hui est la mode mondiale. D'ailleurs, plusieurs des créateurs que Noémie Lenoir est allée voir, Pathéo par exemple, c'est lui qui faisait à Trècheville, donc à Abidjan, où vous étiez récemment, Laura, c'est lui qui faisait les chemises de Nelson Mandela, ou à la fin, d'ailleurs, quand elle va au Sahara, au grand festival international africain de la mode, elle rencontre Al Fadi, qui est la superstar de la mode. Mais au passage, à Dakar, elle rencontre des créatrices. Et alors, elle n'est pas allée jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, où se trouve Rama Dio, qui habille et fait des bijoux pour Beyoncé, par exemple. Donc la mode africaine, aujourd'hui, en réalité, elle est partout. Elle est dans le rap, elle est aux États-Unis, c'est la star de Coachella, etc. Mais justement, ce qui était intéressant, c'est d'aller voir comment cette mode se fabriquait. Et c'est ça qui est fascinant. Donc Noémie Lenoir, elle est allée en Côte d'Ivoire, elle est allée à Douala au Cameroun, elle est allée au Sénégal, puis finalement au Sahara. Mais voir à la fois les créateurs, les stylistes, les gens qui imaginent cette mode. Et les ouvriers, mais aussi, les ouvrières. Voilà, le tissage du coton. Et on voit des scènes absolument incroyables où on voit des enfants, mais des adultes qui courent 30 et qui kilomètres. font 30 km par jour juste pour vous faire un fil de coton. Je veux dire, c'est absolument dément. Et les difficultés de la mode africaine, qui à la fois est réclamée dans le monde entier, mais qui a des difficultés économiques sur place, mais surtout qui représente l'Afrique. Je veux dire, les tissus, les coupes, les couleurs, etc., aujourd'hui, sont partout dans le monde. Et donc, voilà, Noémie elle-même, qui est un top, est allée rencontrer les créateurs africains. Et Jean-Paul Gaultier, qui s'est beaucoup, évidemment, inspiré de la mode africaine. Sylvestre. Je crois que c'est dans la première partie, elle rencontre une dame, une Française qui a décidé de retourner dans son pays et qui a des usines, qui a une centaine d'ouvriers et qui a à Dakar, qui a une démonstration qui pour moi est au centre de ces deux documentaires. Elle dit, comme le dit Yves d'ailleurs, il faudrait réindustrialiser le pays parce que le coton est massivement exporté. Je crois que c'est en Afrique 95%, donc c'est énorme. On voit des espèces d'énormes, presque villes abandonnées, des villes qui étaient consacrées au Gonfreville, à côté de Bouaké, notamment, en Côte d'Ivoire. Et elle dit en fait ça crée un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en gros il faudrait... Et alors elle part quelque chose dont je n'avais pas conscience et que je connais depuis que je suis enfant, c'est-à-dire nous on appelle ça les petits riens, mais ça s'appelle Emmaüs, ça porte d'autres noms. On met nos vêtements dans des sacs qui sont envoyés en Afrique. Et elle dit voilà, ces vêtements gratuits ont absolument... Oui. Mais en fait, ils ont fait péricliter, si on veut, le textile en Afrique. Tout est gratuit, donc les gens ne consomment pas de textile sur place. Donc il ne faut pas tisser des vêtements sur place. Et donc, elle dit simplement, coupe,
vous arrêtez complètement d'exporter des vêtements de seconde main vers l'Afrique. On va être obligé de se revêtir en utilisant des usines qui sont sur place, donc rouvrir des usines, rouvrir des filatures, recréer de l'emploi, aussi recréer de la formation. Et je trouvais que sa démonstration était particulièrement intéressante en disant, vous pensiez faire quelque chose correctement, mais vous avez complètement déstabilisé en quelque sorte notre économie pour, en définitive, profiter du savoir de cette économie, mais à distance. En gros, vous aimez bien ce qu'on fait, mais vous le produisez vous-même. Donc, je trouvais que le cœur même de... Il n'y a pas que ça quand même. Non, il n'y a pas que ça. Mais effectivement, c'est un échange. Parce qu'elle dénonce aussi les différentes politiques des gouvernements. Bien sûr. En disant, finalement, aujourd'hui, l'habillement et l'industrie textile n'est pas la priorité. Tout à fait. Et les VA et d'autres matières premières sont la priorité. Donc, c'est aussi au gouvernement de nous rendre le pouvoir. Non, puis dire, Michel. Oui, rapidement. Non, économiquement, c'est juste. Enfin, c'est une chose à laquelle moi j'avais jamais pensé. C'est vrai que quand j'ai vu cet épisode et j'ai entendu cette chef d'entreprise expliquer ça, je me suis dit ah bah oui, ça fait sens. Mais en même temps, c'est vrai que ça a certainement une importance, mais il y a encore une importance plus grande, c'est-à-dire voilà, c'est toute la production massive de coton qui vient d'Asie et puis à des coûts qui sont nettement moins chers que la production africaine, par exemple, et qui petit à petit à manger cette production. Mais ce que je trouve intéressant, évidemment, dans toute la problématique qui entoure la mode africaine aujourd'hui, c'est que cette dernière bénéficie de deux choses, ou peut bénéficier de deux choses. C'est-à-dire que quand j'ai lu un certain nombre d'articles pour préparer cette émission, je ne suis pas un spécialiste, mais je cite ce que j'ai lu, c'est-à-dire que quand vous discutez avec les milieux de la mode, ces derniers sont en train de dire aujourd'hui, il y a un petit désamour avec les grandes capitales de la mode historique, c'est-à-dire Londres, Paris, Milan et New York. Pas pour les créateurs, mais pour les podiums, pour le fait que ce soit fait là. Donc aujourd'hui, il y a une volonté d'aller faire des défilés, d'être un petit peu ailleurs et partout dans le monde, et pas simplement dans ces 4 endroits principaux. Et puis il y a les réseaux sociaux. C'est deux choses aujourd'hui qui démocratisent, entre guillemets, ou qui ouvrent la mode sur le reste du monde. Puis en même temps, il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu des allers-retours entre les différents créateurs. Si on pense à quelqu'un qui avait disparu, mais qui existe à nouveau, une marque française qui était Paul Poiret, qui était très importante au début du XXe sièque. Ah bah oui, les années 20, c'était la superstar. C'est ça. Et ben lui, c'est lui qui a acheté les Demoiselles d'Avignon. Ah bon? Ouais, ah bah voilà, ok. Et il les habillait aussi. En l'occurrence, c'est ça l'ironie de l'histoire, c'est que ça a été repris par un groupe sud-coréen aujourd'hui, quand bien même Paul Poiret, au début du XXe siècle, lui s'inspirait franchement de la Turquie, du Japon et de la Chine. Enfin, il était complètement dans l'orientalisme au niveau de la mode. Donc ça existait déjà à ce moment-là. C'est pas véritablement quelque chose de nouveau. On va pas non plus réinventer la chose. Mais néanmoins, il y a toujours ces cycles d'aller chercher des influences partout, avec aujourd'hui la possibilité d'avoir des réseaux sociaux, puis la volonté aussi d'aller plus loin, qui peuvent justement aider l'Afrique à développer une industrie de la mode, parce qu'il y a un véritable attrait. On estime aujourd'hui que d'ici 2020-2025, ça pourrait comptabiliser à hauteur de 60 milliards d'euros les dépenses qui pourraient être faites pour la mode en Afrique via les achats notamment sur Internet ou autre. Donc il y a un véritable marché pour ça. Mais pour cela, alors on en vient à ce que effectivement disait Laura tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toute une infrastructure malgré tout qu'il faudrait développer, et ça doit être une volonté politique. L'Organisation mondiale pour la protection intellectuelle à Genève a d'ailleurs rendu un rapport au début de 2010-2011 qui disait la même chose. Il y a tout à faire. Par contre, il faut véritablement mettre en place une structure à la fois légale et à la fois économique pour permettre l'essor, le développement de ce qui permettra à la mode africaine d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, voilà, il y a la création, il y a des Fashion Weeks à Kampala, à Tunis, à Dakar, à Abidjan, il y en a partout. Mais on sent que ça bouge. C'est là, le potentiel est là en tout cas. On sent que ça bouge. En plus que le potentiel. Et Michel, tu parlais des réseaux sociaux, mais c'est vrai que maintenant les créatrices, on en voit une dans la deuxième partie du documentaire de Noémie Lenoir, qui s'exporte grâce à Instagram, qui a son compte Instagram, sa popularité, qui porte ses modèles et qui traverse les continents grâce à ça. Et c'est vrai que ça donne une nouvelle dynamique. Alors elle n'est pas toute seule, il y en a plein. J'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire récemment et de découvrir des jeunes créatrices, et je dis mais c'est magnifique ce que vous faites. Elle me dit vous pouvez me commander, j'ai mon compte Instagram et je livre à l'étranger. Et c'est vrai que je pense que est en train de naître une nouvelle dynamique qui peut-être va redonner envie, en tout cas au gouvernement, de relancer cette industrie-là. Et dans le documentaire, cette jeune femme qui parle justement de son succès via Instagram, parce qu'elle a entre autres fourni des vêtements, accessoires à Beyoncé pendant la dernière campagne publicitaire, en fait campagne de marketing qu'elle a fait. Elle dit une chose très importante. Elle dit il y a 80...
Loza Maleombo, voilà. Parce que voilà, j'avais Oui, oublié c'est son ça, nom ouais. aussi. Loza Maleombo. Donc, ce qu'elle dit, c'est, oui, bien sûr, l'opportunité, c'est important, mais elle dit 99 c'est de la préparation, 1 c'est de l'opportunité. Et je pense qu'on est rendu dans ce 1 %-là, dans la structure africaine, c'est-à-dire que la préparation, elle est là. Il y a clairement une mode africaine qui ne demande qu'à circuler en Afrique, mais aussi à l'extérieur. Maintenant, c'est l'heure de donner cette opportunité-là aux créateurs africains ou de redonner cette opportunité-là aux créateurs africains de rayonner. Parce qu'on l'entend à plusieurs reprises dans le documentaire. On dit, oui, bon, ben, l'Afrique, et je pense qu'il y a une des intervenantes qui le dit, l'Afrique n'existe pas. C'est-à-dire, l'Afrique n'existe pas. Dans la mode, on vit en silo, chacun produit ses trucs dans son pays, mais on ne communique pas entre nous. Et je pense qu'on s'est tellement approprié, nous aussi, en tant qu'Occidentaux, la mode africaine, que c'est aussi notre rôle, à un certain point, de redonner, en termes d'opportunités, en termes de visibilité, à la culture africaine. Donc, je pense qu'on le saisit très bien, c'est dans le documentaire. Une dernière chose, ce documentaire vraiment arrive à point nommé, parce qu'il arrive à un moment où les consommateurs sont lassés, ont trop de vêtements, consomment trop. On nous parle d'une slow wear, slow fashion. Et quand on voit les techniques qui sont employées en Afrique, les techniques ancestrales et la façon dont sont fabriqués les vêtements, on a envie d'avoir ces vêtements-là qui ont été fabriqués de cette façon et non pas les vêtements qui sortent des usines et totalement uniformes.